Dans les derniers épisodes, nous avons vu en fait la mise en place de l'acte constitutionnel et les revendications de chacun des partis. On a vu également les groupes sociaux qui se font face, donc la bourgeoisie d'affaires anglophone ou britannique et bien sûr la bourgeoisie professionnelle canadienne-française. Les deux principaux groupes qui vont se faire face. Lors des premières élections de 1792, euh, en fait, ces deux groupes-là vont se confronter sur divers enjeux et donc débattre de quatre enjeux très importants. Le premier, en fait, dans la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, on va essayer de savoir quelle langue que nous allons utiliser pour les documents officiels et pour les débats de la Chambre. Mais pas juste ça. On va débattre aussi des crédits pour financer les prisons. On va débattre aussi de plusieurs autres problèmes. Ceci dit, nous sommes maintenant en 1805 et la situation ne s'est guère améliorée depuis. Alors, nous allons voir maintenant la situation politique au Bas-Canada en 1805 jusqu'en 1812 à la veille de la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Bienvenue à Pas d'histoire sans histoire. Quelle est la situation politique au Bas-Canada à partir de 1805? Mais c'est très simple. La Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, depuis 1792, est contrôlée en fait par les Canadiens français. Pour être beaucoup plus précis, par finalement la bourgeoisie professionnelle canadienne-française. Médecins, notaires, arpenteurs, etc., ingénieurs. Donc, ils proviennent justement du groupe catholique et francophone majoritaire finalement de la, pas de la province, mais en fait, oui, on pourrait dire de province, hein, de la province et de la colonie. Donc ça crée essentiellement certains irritants pour la bourgeoisie d'affaires, mais également pour le gouvernement britannique. Et on se retrouve dans un état où, justement, pour s'assurer que chacun puisse espérer, au bout du compte, contrôler le gouvernement ou encore revendiquer en plus grand nombre certaines choses, ben, on va voir justement des gens de chacun de ces groupes ethno-linguistiques-là, donc anglophones, francophones, se regrouper selon les idées qu'ils partagent, selon les objectifs aussi qu'ils ont. C'est ce qu'on va appeler en fait les premiers partis politiques. Il faut faire attention. Ce pas des partis politiques comme on les connaît aujourd'hui. Des partis politiques qui ont une ligne politique, c'est-à-dire un objectif clair, on s'en va tous dans la même direction. Et lorsque les membres du parti disent, en fait, les chefs ou le chef du parti dit A, ben tout le monde dit A. Donc, essentiellement, c'est la façon très simple, je dois l'avouer, du fonctionnement d'un parti politique actuellement. Mais les premiers partis politiques ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Alors, en fait, les partis politiques, essentiellement, c'est quoi? À la fin du 18e siècle, les partis politiques ont fait des organisations politiques qui vont regrouper des personnes qui vont défendre ou qui vont avoir les mêmes intérêts, pas nécessairement politiques, mais ça peut être des intérêts économiques, culturels ou encore commerciaux. Donc, ces gens-là vont se réunir justement pour pouvoir avoir beaucoup plus de force, pour pouvoir mieux revendiquer à l'intérieur de leur gouvernement. Qu'ils soient à la tête du gouvernement, comme les Canadiens français l'étaient à l'époque depuis 1792, ou encore qu'on était dans ce qu'on appelle l'opposition. Et il y a eu un changement très important durant cette période-là. Et ce changement-là, en fait, c'est le changement de gouverneur. Et qu'est-ce qui se passe au Bas-Canada pour que le gouverneur général soit congédié par le gouvernement britannique? Alors, il faut se remettre dans le contexte. En 1796, le 21 janvier, pour être beaucoup plus exact, Robert Prescott est nommé gouverneur de l'Amérique du Nord britannique.
Il va remplacer en fait Lord Dorchester, qui est en fait Guy Carleton, donc vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, Guy Carleton quitte, on a Robert Prescott qui prend finalement les rênes, on pourrait dire, du Bas-Canada. Et lorsqu'il arrive ici, essentiellement, il a plusieurs objectifs. Mais son principal objectif, en fait, ça va être de monter tout un grand système de défense à travers toutes les colonies en Amérique du Nord pour faire face aux États-Unis d'Amérique. Parce que déjà, en 1796 et 1797, on a une période où les États-Unis sont en effervescence. Ils ont essayé de trouver du financement à droite et à gauche. Et les États-Unis sont présentement financés, en fait, par la France, par la République française, essentiellement. Et donc là, on se retrouve avec un problème, un gros problème ici, c'est que Robert Prescott se rend bien compte que si les Américains décident, avec leurs alliés français, de s'attaquer au bas ou au Canada ou encore aux provinces ou colonies des Maritimes, ils sont, disons, beaucoup plus nombreux et ils sont dans une position de force face, finalement, aux Britanniques. Alors, Robert Prescott va demander à plusieurs reprises, justement, de recevoir un financement pour la construction de diverses tours de défense, des tours d'appoint, des tours de surveillance, des murs, etc. Donc, il essaie d'obtenir ce financement-là. Mais au cours de son mandat, il ne réussira pas à avoir, ou très peu à avoir de ce financement-là. Et donc, il va essayer de lever des taxes, il va demander aux chambres d'assemblée justement de lui accorder des crédits pour ces moyens de défense-là, etc. Dès son arrivée, en fait, en arrivée en 1796-97, mais les Canadiens français sont un peu agités. Et là, Prescott va commencer à croire qu'on a organisé une conspiration contre lui et la population minoritaire britannique qu'il y avait dans la province ou encore dans la colonie du Bas-Canada. Et donc, il va essayer de faire en sorte que justement les conspirationnistes, qui en fait n'existaient pas à cette époque-là, stoppent leur machination, leur vile machination. Alors, il va stopper l'immigration provenant de d'autres lieux que finalement la Grande-Bretagne, pour empêcher les francophones de se glisser au sein de la population et de venir aider. Lui, il voyait la République de France, les Français qui allaient venir ici pour agrémenter cette conspiration-là, pour aider finalement les États-Unis d'Amérique de venir attaquer le Bas-Canada. Mais ça n'était pas le cas. Et donc là, il va chercher justement pour pouvoir avoir ces crédits-là, pour pouvoir assumer son mandat. Prescott, lui, il va aller voir le clergé catholique de l'époque. Et le clergé catholique était très, très, très autoritaire auprès de la population, mais qui va aussi essayer finalement d'avoir une forme d'attitude positive là, finalement du côté du gouvernement britannique. Alors, c'est un allié. Alors, Prescott va aller les voir, va essayer justement de faire en sorte que le clergé réussisse à convaincre les Canadiens français qui sont à la Chambre d'Assemblée de lui donner les crédits qu'il a besoin, entre autres choses. Le problème là-dedans, c'est que justement, la promiscuité, c'est ça, la promiscuité du gouverneur et du clergé catholique ne feront pas plaisir à l'évêque anglican de l'époque, qui s'appelait Jacob Montagne. Et là, le clergé anglican, en fait, va avoir pour objectif de finalement d'essayer de contrer ce lien-là entre le clergé catholique et le gouverneur. On va bien sûr essayer de tout faire de leur côté pour nuire à Prescott. Et c'est ce qui va arriver. En fait, Prescott va avoir de nombreux problèmes, pas juste au niveau du financement des murs, de la défense de la colonie, mais aussi au niveau de l'ouverture de nouveaux cantons.
alors de nouveaux cantons qui étaient sensiblement, qui devaient être ouverts à la colonisation et qui ne le seront pas. Est-ce que c'est grâce, en fait, aux pressions de l'évêque anglican Montaigne ou encore de d'autres choses, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que Prescott va avoir tellement de misère en fait, Montaigne, ou l'évêque Montaigne, va, avec plusieurs autres gens influents de la colonie, demander au gouvernement britannique qu'on se débarrasse et qu'on congédie Prescott et qu'on le remplace. C'est ce qui va arriver, en fait. En 1807, il va perdre son titre de gouverneur et il sera remplacé par un certain Sir James Henry Craig. Revenons à l'apparition des premiers partis politiques. Alors, à partir de 1805, les députés vont se réunir selon leurs intérêts économiques, leurs intérêts culturels et d'autres divers autres intérêts qui, finalement, peuvent les rassembler. Et on va se retrouver finalement avec deux partis politiques. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas une organisation très organisée, on va dire ça comme ça. J'aime pas l'amalgame que je viens de faire, mais n'empêche que ce n'est pas des regroupements ou une organisation politique comme les partis politiques d'aujourd'hui avec le financement, la course au chef, etc. Non, c'est vraiment pas ça. C'est très de base. C'est juste des personnes qui se regroupent, qui se rassemblent de temps en temps, qui vont partager les mêmes idées, les mêmes intérêts. Et donc, on va avoir un premier groupe qui va se porter à la défense des intérêts britanniques et un deuxième groupe qui va se porter à la défense des intérêts canadiens. Mais il n'y a pas juste ça là-dedans. C'est qu'il y a deux idéologies qui sont très en vogue, deux idéologies politiques très en vogue à l'époque au Bas-Canada et bien sûr ailleurs finalement dans les colonies britanniques de l'Amérique du Nord. C'est l'idéologie conservatrice et l'idéologie réformiste. Alors, qu'est-ce qu'un conservateur à l'époque? Donc, ça se rapproche beaucoup des conservateurs d'aujourd'hui, malgré qu'il y a quelques différences très marquées, on pourrait dire ça comme ça. Donc, les conservateurs, en fait, eux ont l'idée selon laquelle il faut se porter à la défense des traditions qui sont déjà très ancrées dans la colonie, au sein de la population, des traditions économiques, des traditions culturelles, des traditions sociales et des institutions existantes. Donc, c'est finalement une idéologie, l'idéologie conservatrice va faire la promotion du « on reste comme ça ». C'est ce qu'on appelle le statu quo. Et de l'autre côté, on a en fait l'idéologie réformiste. Et donc, les réformistes, eux, veulent apporter des changements à la société. Ils trouvent qu'il y a des problèmes à régler, il faut trouver des solutions, et ces solutions-là amènent des changements. Et des changements au niveau économique, des changements au niveau social, des changements peut-être même au-delà de ça. Et donc, qu'il faut, au bout du compte, transformer, modifier les institutions politiques et sociales, financières, économiques, comme elles sont. Donc, il faut changer tout ça si on veut arriver à une solution viable à nos problèmes. Donc, ça, c'est les réformistes. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui vont se porter à la défense des intérêts britanniques, alors plusieurs noms qu'on va leur donner, en fait. On va leur donner le nom de parti Tory, donc terme qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines provinces canadiennes. On va donner aussi le nom de British Party, donc le parti britannique. Un autre nom qu'on va leur donner est en fait celui des parti du bureaucrate. Bon, voilà. Hein? Alors, comme vous avez pu voir, je l'ai cherché live. Donc, le parti des bureaucrates. Parti Tory, British Party ont encore le parti des bureaucrates. Alors, le nom dit, hein, parti des bureaucrates, donc ce sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les gens qui font partie finalement du conseil législatif, du conseil exécutif, qui sont proches du gouverneur, les gens qui tournent autour de ces gens-là également, qui, au bout du compte, vont se rassembler ensemble. Et eux, ils ont des idées très conservatrices de la façon de faire la politique, de gérer l'économie, etc. Les membres, qui en fait partie? Ben là, je viens de le dire, hein, c'est ces gens-là. Donc, on va avoir des gens de la bourgeoisie d'affaires.
On va avoir des gens de la grande bourgeoisie, donc des gens qui doivent leur statut et leur influence à leur argent ou à leurs liens familiaux, souvent tirés de la noblesse britannique. On a les conseillers et le gouverneur, donc les membres des deux conseils et le gouverneur. Et ça, en fait, les gens de l'époque, et même dans les journaux qui vont apparaître à cette époque-là, on va l'appeler la clique du château. Donc, quand on parle de clique, on parle de petits groupes qui se tiennent ensemble très très fort et qui vont essayer d'influencer dans leurs intérêts. Et quelles sont les idées qu'ils vont défendre, ces gens-là? Ben, deux idées principales, on va s'en tenir à celles-là. Premièrement, première idée qu'ils vont défendre, c'est en fait une économie qui va être un peu de laisser-faire. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent bien sûr investir dans l'économie et qui veulent partir des projets, ben partez-les les projets, il n'y a pas de problème. Le gouvernement ne va pas nécessairement vous aider là-dedans. C'est que tout simplement, on ne vous met pas de contraintes et vous faites ce que vous voulez. L'autre, en fait, il va en avoir trois, et l'autre idée qui est défendue, en fait, c'est l'abolition du régime seigneurial. Alors déjà, ça se parle au début du 19e siècle d'abolir le système seigneurial, parce que chez la bourgeoisie d'affaires, chez la bourgeoisie britannique, chez la clique du château, en fait, on voit plutôt le régime seigneurial comme un vieux système un vieux système féodal, qui provient du Moyen Âge, qui a plus sa place dans une société libre, comme celle qui est en place en fait dans la colonie. Et donc, le système seigneurial dans lequel on a des gens qui sont sous servitude d'une certaine manière à un seigneur, ça n'a plus sa place. Et donc là, l'idée commence à faire son chemin. On va aussi avoir une politique très claire d'assimilation des Canadiens. Encore, le thème revient. Donc, ces gens-là vont vouloir faire en sorte que finalement la population canadienne, française bien sûr, s'assimile à la minorité canadienne, anglaise ou britannique de la colonie. La langue, la culture, etc. Donc, il y a encore ces idées-là qui sont très, très, très présentes. D'un autre côté, en fait, on a le Parti canadien qui va naître. Donc, le Parti canadien qui, en 1805, en fait, va se porter à la défense des intérêts, bien sûr, canadiens. Et parmi ceux-ci, on a la bourgeoisie professionnelle canadienne, on a des seigneurs canadiens aussi qui vont en faire partie. Et les idées, en fait, qui sont défendues, transformation des institutions britanniques, donc on veut prendre les institutions britanniques et les transformer, notamment, petite idée comme ça, faire en sorte que le conseil exécutif soit en fait nommé non plus par le gouverneur, mais par les gens, les députés de la Chambre d'Assemblée. C'est ce qu'on va appeler le gouvernement responsable. On va revenir dans une autre capsule avec ce concept-là. Ils s'opposent finalement à la politique d'assimilation. Ils sont, c'est finalement, quand on parle de défense des intérêts canadiens, la défense de leur langue, la culture, etc. Ils vont considérer qu'ils forment la majorité et donc c'est la majorité qui devrait s'imposer. Et ils vont se porter également à la défense du régime seigneurial. Je l'ai déjà dit, plusieurs membres de ce parti canadien-là étaient justement des seigneurs. Alors, dans ce gouvernement-là, plusieurs personnages historiques sont très 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 importants et je dois vous en parler. Le premier d'entre eux, en fait, c'est James Henry Craig. James Henry Craig, le nouveau gouverneur général à partir de 1807. C'est un homme qui a fait, bien sûr, l'armée, comme plusieurs des gouverneurs généraux de l'époque, qui vont se suivre les uns après les autres. Il a participé à plusieurs campagnes. Et avant d'être nommé gouverneur général de toute l'Amérique du Nord britannique, Craig, en fait, a souffert de maladies, a été gravement malade, finalement. C'est ce qu'on... il a, en fait, si je me rappelle bien, il a souffert d'édème. Alors, édème, c'est quoi ça de l'édème en fait? C'est une accumulation, si je me rappelle bien, c'est une accumulation d'eau ou de liquide dans les sous-cutanés, donc sous la peau, qui va faire gonfler notamment les jambes.
On retrouve ça beaucoup chez les animaux, chez l'être humain. On va voir surtout ça dans les pieds, les jambes. Et donc, ça nous empêche en tant que tel de trop les utiliser. Puis ça peut même créer d'autres problèmes très marqués, comme une insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque va faire en sorte que finalement, on va faire ce qu'on appelle un infarctus, donc une crise cardiaque, et qu'on a le potentiel d'en mourir. Mais il va réussir à se sortir de ça. Et en 1807, on va le nommer gouverneur. Le gouvernement britannique va le nommer gouverneur général de toute l'Amérique du Nord britannique. Il va l'envoyer à Québec. Mais une fois qu'il va être arrivé à Québec, la plupart du temps de son mandat, il va le passer justement alité, souffrant encore et de façon chronique d'édème. L'autre personnage britannique qui est super important, dont je dois vous parler en fait, c'est John Molson. John Molson, dans le paysage québécois et montréalais, on ne peut pas passer à côté. Hein. C'est la brasserie Molson en fait. Alors, les propriétaires, notamment de l'équipe de hockey, les Canadiens, sont finalement les descendants de ce personnage historique-là. Alors, qui est John Molson? C'est un entrepreneur de la bourgeoisie d'affaires britannique qui a émigré ici à la fin du 18e siècle et qui va ouvrir sa propre brasserie. Il va investir aussi dans plusieurs projets, dont le premier bateau à vapeur, notamment. Et ça va être quelqu'un de très influent. Et tellement influent, en fait, que le gouverneur va finir par le nommer comme conseiller exécutif au sein du conseil exécutif. Donc, il va devenir un personnage non pas juste économiquement important pour le Bas-Canada, mais aussi politiquement très important. Et lui, il va faire partie du Parti Tory ou du British Party. L'autre personnage donc, que je pourrais vous parler, en fait, ça va être plus du côté du Parti canadien. Et là, on parle de Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau qui va se lancer en politique très tôt. Il est avocat de formation et il sera pendant très longtemps élu année après année comme député au sein de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Mais pas juste ça, à un moment donné, il va même être nommé chef du Parti canadien. Et le reste de l'histoire, on le verra dans les prochains épisodes. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Stanislas Bédard. Mais pourquoi Stanislas Bédard est si important? C'est qu'en 1806, le Stanislas Bédard, membre du Parti canadien, va décider de publier le premier journal francophone et entièrement francophone qui va s'appeler Le Canadien. Et Le Canadien, c'est très simple, c'est un journal d'opinion. À l'époque, ce ne sont pas des journaux de nouvelles ou d'actualité comme on l'entend aujourd'hui. En fait, ça va être plutôt des journaux d'opinion dans lesquels les gens, ici le Canadien, la bourgeoisie professionnelle canadienne, va faire part de ses opinions économiques et politiques, mais surtout politiques. Alors, elle va se porter justement, ce journal-là et les auteurs vont se porter à la défense des intérêts des Canadiens en tant que tels. Ils vont dénoncer les politiques d'assimilation, mais aussi vont dénoncer aussi l'absence de pouvoir de la Chambre d'Assemblée. Parce que rappelez-vous, la façon qu'on va mettre en place un projet de loi à l'époque, donc le projet de loi va être débattu à la Chambre d'Assemblée, va être ensuite adopté à la Chambre d'Assemblée, ça va passer au Conseil législatif, qui sont des gens nommés par le gouverneur, je vous rappelle, qui vont avoir un pouvoir de vie ou de mort sur ce projet-là. Et si ça passe, lorsque ça arrive sur le bureau du gouverneur, le gouverneur doit lui apporter sa sanction royale pour que ça devienne une loi. Mais l'affaire, c'est que le gouverneur, en tant que tel, peut décider, lui aussi, que ce projet de loi-là meurt au feuilleton. Donc, il décide de ne pas appliquer sa sanction royale et ça finit là. Et encore là, lorsque ça passe dans les mains du gouverneur, met en place la sanction royale, lorsque ça arrive entre les mains du conseil exécutif, qui, soit dit en passant, sont aussi nommés par le gouverneur, donc en grosse majorité, si ce n'est pas en totalité, des membres de la bourgeoisie d'affaires britannique, mais ils peuvent décider tout simplement de ne pas l'appliquer. Donc, ça se finit là.
Alors, c'est le journal Le Parti canadien va justement dénoncer cet état de fait-là. Le fait que la Chambre d'Assemblée, bien qu'elle a des attributions, bien qu'elle a des responsabilités, ces responsabilités-là, elles sont factices. En fait, n'importe qui au-dessus de la Chambre d'Assemblée, qui est élu par le peuple, des gens qui sont nommés par le gouvernement britannique, peuvent décider de faire autrement, tout simplement. Mais d'un autre côté, on a un autre journal qui a été fondé l'année précédente, en fait, par des marchands britanniques. C'est ce qu'on va appeler le Québec Mercury. Le Québec Mercury, entièrement en anglais. OK, ce n'est pas la Gazette de Québec, loin de là. Donc, c'est le Québec Mercury, complètement en anglais, fondé par des marchands britanniques, des gens qui font partie de la bourgeoisie d'affaires britannique. Et eux, bien sûr, qui vont émettre leur opinion politique et économique sur la question. Alors, on peut croire facilement que ces deux journaux-là, qui s'opposent dans leurs intérêts, vont se répondre. Et oui, mois après mois, lors des publications de ces journaux-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, on va trouver souvent des réponses à ce qui a été édité ou qui a été publié par l'autre journal précédemment. Alors, ça menait à des débats qui ne se faisaient pas nécessairement en chambre d'assemblée de façon officielle, mais de façon non officielle dans les journaux, que toute personne lettrée pouvait lire. Et bien sûr, l'apparition des partis politiques, le changement de gouverneur, et bien sûr, les débats menés par les deux principaux journaux d'opinion qui sont parus en 1805 et 1806, vont mener à un conflit quand même très important entre les députés canadiens ou du Parti canadien et le gouverneur Craig. En 1807, ça fait déjà quelques années que le gouverneur Prescott a été rappelé en Grande-Bretagne, je vais finir par le dire, en Grande-Bretagne, et que c'est un certain Miller qui va l'avoir remplacé temporairement de façon par intérim qu'on appelle, jusqu'à la venue d'un nouveau gouverneur. En 1807, bien sûr, arrive James Henry Craig à Québec et dès lors, Craig va entrer en conflit avec le Parti canadien et la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Dès 1808 et jusqu'à 1810, le Parti canadien qui détient la majorité à la Chambre d'Assemblée, alors ça va être le cas pendant très 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 longtemps, vous allez le voir, va revendiquer plusieurs choses, dont notamment deux choses principales. La première, le parti va demander, en fait, les députés francophones ou les députés du Parti canadien vont demander que soient octroyées ou données des terres gratuites également à des Canadiens francophones. Voilà qu'est-ce qui s'était passé. C'est très simple. Alors, lorsque James Henry Craig va arriver, va se mettre en poste, il va vouloir ouvrir les cantons à la colonisation, ceux qui n'avaient pas encore été ouverts par Prescott, et il va établir expressément que ces cantons-là et que les lots de terre qui se trouvaient à l'intérieur de ces cantons-là soient réservés à l'immigration britannique et qu'on en interdise l'accès aux Canadiens francophones. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, les seigneuries débordent. Et donc, plusieurs Canadiens ont besoin de terre pour pouvoir aller s'établir. Mais eux, s'ils veulent aller s'établir dans les cantons, soit qu'on leur refuse l'accès, ou encore que certains opportunistes vont décider de leur vendre très, très, très cher. Et donc, le Parti canadien, au vent de ce qui se passe dans ces nouveaux cantons-là, va demander à ce que les terres gratuites qui étaient données exclusivement aux anglophones soient aussi ouvertes aux francophones. Mais il y a un autre élément aussi qui va mener à un conflit entre le Parti canadien, bien sûr, le gouverneur Craig et les membres du Parti Tory, British Party ou Parti des bureaucrates, là, on va l'appeler comme on veut. C'est que la Chambre d'Assemblée, bien sûr dominée encore par le Parti canadien, va demander de vérifier les dépenses du gouvernement et de voir le budget qui était déterminé
à chaque année. On va reculer un peu pour essayer de comprendre pourquoi on fait cette revendication-là. Mais essentiellement, le gouverneur, lorsqu'il fait des dépenses, ou encore quand le conseil exécutif décidait de faire des dépenses pour tel ou tel autre truc, il n'avait à rendre de compte à personne. Ça veut dire qu'on prenait, on gardait effectivement les dépenses dans un cahier, dans un registre, etc. Mais ce registre-là ne se retrouvait pas entre les mains des députés de la Chambre d'Assemblée. Alors, il n'y avait aucune reddition de compte, qu'on appelle. Et donc, les députés de la Chambre d'Assemblée n'avaient absolument aucune idée où allait l'argent des crédits ou des taxes qu'ils avaient votés. Et donc, on se retrouvait avec un sacré problème de ce côté-là. Et en plus, le conseil exécutif, qui avait la responsabilité de gérer le budget et d'en faire un, mais ne rendait pas de compte non plus à la Chambre d'Assemblée à ce propos-là. Et donc, la Chambre d'Assemblée n'avait aucune idée des projections, pas juste des dépenses, mais des projections, on pourrait dire, de dépenses du gouvernement. Et donc, c'est pour ça que le Parti canadien, durant 2 ans, va demander justement à ce que ces dépenses et le budget-là soient, bien sûr, présentés à la Chambre d'Assemblée. Et durant ces années-là, justement, Craig va avoir plusieurs prises de bec avec le Parti canadien, et notamment Louis-Joseph Papineau. Et donc, le gouverneur Craig va décider en 1809 de dissoudre, c'était sa fonction, il ne faut pas l'oublier, le gouverneur général a la possibilité de dissoudre la Chambre d'Assemblée, c'est-à-dire d'y mettre fin à n'importe quel moment. Il doit le faire à tous les 4 ans pour repartir en élection de toute façon, mais il peut aussi le faire n'importe quand. Et donc, Craig, qui avait maille à partir avec le Parti canadien et voulant que la Chambre d'Assemblée soit finalement majoritairement britannique, va décider de la dissoudre une première fois. Et là, j'ai bien dit une première fois. Parce qu'en 1809, il va y avoir des nouvelles élections et en 1810, qui est bien sûr le parti au pouvoir, ben c'est le Parti canadien. Alors, il ne faut pas se leurrer, la grosse majorité de la population est francophone et donc c'est normal, il va y avoir plus de députés francophones du Parti canadien au sein du gouvernement. Voyant ça, Craig va avoir une autre idée. En fait, il va reprendre exactement la même idée, voyant que le Parti canadien a gagné et que, au bout du compte, il va se retrouver à argumenter avec eux, le Craig va décider de dissoudre une deuxième fois la Chambre d'Assemblée et de repartir en élection. Mais en 1810, ça va se passer un peu différemment, je vais dire ça comme ça. Donc, le gouvernement va être, la Chambre d'Assemblée va être dissoute, et Craig va demander l'arrestation, en fait, de 2 membres du Parti canadien. Donc, de 2 députés du Parti canadien qui va le faire arrêter pour sédition. Donc, pour une forme de traîtrise, machination, etc. OK? Et il va aussi ordonner la fermeture du journal Le Canadien. Pourquoi? Il considérait que le journal Le Canadien avait des opinions contraires aux intérêts du gouvernement britannique et donc cela contrevenait à pas une loi, mais une règle éthique. Et donc, on devait fermer finalement ce journal-là pour mettre fin aux propos séditieux des Canadiens francophones qui publiaient dans ces pages. Et les 2 députés qui vont être arrêtés, en fait, l'histoire dit qu'ils auraient tenu des propos contraires et des propos pas très gentils à l'égard du gouverneur. Donc, c'est pour ça qu'ils auraient été arrêtés. Et au cours de la même année, le gouverneur Craig, ayant arrêté 2 députés, va prendre cette raison-là pour dissoudre une 3e fois la Chambre d'Assemblée. Pourquoi une situation particulière après la 3e dissolution? Il faut regarder la situation comme elle est. Alors, le peuple élit une grosse majorité, plus de 30 députés à la Chambre d'Assemblée qui en contient 50,
qui vont être des membres du Parti canadien, pour la majorité des francophones. Alors, il y avait un ou deux anglophones au travers qui partageaient les mêmes intérêts que le Parti canadien. Alors, cette troisième dissolution-là, on repart en élection. Sauf dans la loi électorale de l'époque, il n'y a rien qui empêche à des personnes qui sont en prison de se présenter comme candidats dans leur comté. Et donc, les deux députés, ou ex-députés dans ce cas-ci, qui avaient été arrêtés, vont se présenter encore une fois candidats pour cette élection, cette deuxième élection de 1810. Et devinez quoi? À la fin des élections, Craig, lui, qui pensait avoir donné un grand coup de masse et qu'il allait se retrouver avec une chambre d'assemblée dominée par les Britanniques du British Party ou du parti Tory, mais il se retrouve avec un parti canadien qui est élu avec encore une plus grande majorité de députés, mais qui en plus se retrouve avec 2 prisonniers élus en prison, députés de la Chambre d'Assemblée. Alors, c'est une situation particulière. Alors, James Henry Craig, à ce moment-là, n'en peut plus. Il est gravement malade déjà. Il est alité. En 1811, l'année suivante, Craig va demander dans une missive, dans plusieurs missives en fait, au gouvernement britannique, il va suggérer l'idée d'unir les 2 colonies, c'est-à-dire le Bas et le Haut-Canada, pour en faire qu'une seule colonie et s'assurer ainsi qu'il y ait une plus forte population britannique qui, au moyen terme, deviendrait probablement majoritaire. Et donc, ainsi, on réglerait le problème d'une chambre d'assemblée qui est élue majoritairement francophone et canadienne. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement britannique va faire de sa demande, en fait? En fait, le Royaume-Uni, car on parle maintenant de Royaume-Uni dans ces années-là, le Royaume-Uni le gouvernement va refuser cette demande-là de la part de James Henry Craig. Pourquoi? Parce que, disons qu'ils ont d'autres chats à fouetter. On est en 1811 et la guerre se prépare. Et ce n'est pas le temps de se lancer dans des grandes situations politiques qui pourraient mener à certains problèmes civils, on va dire ça. Parce que les États-Unis et la France sont à... En fait, la France est déjà en guerre contre la Grande-Bretagne, contre les Royaumes-Unis à l'époque. Et leurs alliés, les États-Unis, sont à un petit cheveu de s'attaquer au Bas et au Haut-Canada. C'est ce qu'on va appeler la guerre de 1812. Et d'ailleurs, l'année suivante, en 1811, à sa demande, le gouverneur Craig va être remplacé. Pourquoi il a demandé à être remplacé? Tout simplement, il se disait trop malade. Et donc, il va retourner au Royaume-Uni. Et l'année suivante, en janvier 1812, il va décéder. Et devinez de quoi qu'il va décéder? En fait, d'une insuffisance cardiaque reliée à ses problèmes d'édème. Et donc, James Henry Craig va décéder au début de 1812. Au Bas-Canada, le gouverneur Craig n'avait pas été très aimé. C'est une période où, au point de vue politique, il y a eu un conflit considérable. Qui va se retrouver aussi un conflit qui va faire un peu ses petits au sein de la population. Hein. Donc, on voit une scission, une division encore plus marquée entre les 2 groupes ethno-linguistiques à partir de ce moment-là. Et à la fin de son règne comme gouverneur, on va considérer à cette époque-là que c'est la fin d'une époque qu'on avait appelée le règne de la terreur. Vous avez aimé cet épisode de Pas d'histoire sans histoire? Un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir.
À ce moment-là, ça va vraiment me dire que je fais pas ce travail-là pour rien. Laissez des commentaires. Je sais que jusqu'à date, il n'y a pas grand monde qui ont laissé de commentaires, mais ces commentaires-là m'apportent vraiment un feedback super important pour que je puisse améliorer ce que je vous présente finalement sur la chaîne. Alors, j'ai plusieurs idées justement pour cette chaîne-là. Alors, par contre, je dois vous aviser immédiatement de quelques changements qui vont venir. Le premier changement, c'est que à la fin, on pourrait dire, de cette année terrible de 2020, de l'année scolaire, je parle, cette chaîne-là va migrer sur une nouvelle chaîne qui va s'appeler Pas d'histoire sans histoire. La chaîne va devenir beaucoup plus officielle. Le volet éducatif, c'est-à-dire le volet que je fais présentement, va continuer. Il va y avoir une liste de lecture qui va être justement le volet éducatif relié à l'histoire du Québec et du Canada de 3e et peut-être possiblement de 4e secondaire. Mais je vais aborder d'autres sujets reliés à l'histoire du Québec et du Canada. Certains sujets qui m'intéressent beaucoup. J'ai déjà quelques idées qui se sont mis en marche, quelques contacts qui ont été faits et j'espère mener ça à terme. C'est un projet auquel je tiens beaucoup. Alors, et voilà, hein, donc c'est dit. Alors, j'espère que vous allez migrer avec moi, bien sûr, sur la nouvelle chaîne à partir de juillet prochain. Donc, d'ici là, la semaine prochaine, on continue par un nouvel épisode de Pas d'histoire sans histoire pour, bien sûr, l'histoire du Québec et du Canada de 3e secondaire. Et d'ici là, merci et à la prochaine.